c'est une bonne introduction maintenant justement sur tous ces sujets de nouvelles perceptions du travail, nouveaux lieux, nouveaux rythmes. C'est le thème de la conférence introductive de Denis Maillard. Bonjour Denis, vous nous rejoignez. Vous êtes philosophe politique et journaliste de formation. Vous avez poursuivi en parallèle à la fois un parcours en entreprise, notamment chez Médecins du Monde, et un parcours d'intellectuel. Depuis 2017, vous êtes cofondateur de Temps commun, qui est un cabinet de conseil qui aide les entreprises à décrypter et faire face aux impacts des transformations sociales sur leurs organisations. Vous êtes un contributeur très régulier de la Fondation Jean Jaurès. On vous écoute avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je vais pas téléphoner en même temps, c'est que je mets mon compteur pour que je sache si je dépasse le temps qui m'est imparti. Parce qu'on m'a donné une demi-heure et je suis bavard, donc je vais essayer de tenir cette demi-heure. Donc merci beaucoup de l'invitation, merci de votre accueil. Le thème du matin étant la question du commun. Moi j'ai fondé un cabinet, on l'a dit, qui s'appelle Temps commun. Donc voilà, c'est vraiment le titre pour le coup est bienvenu. Et je me suis posé la question. Est-ce qu'il était encore possible de partager un monde commun du travail ? Est-ce qu'il existe encore un monde commun du travail ? Et cette question, en fait, je vais la prendre à partir d'une expérience qu'on a toutes fait. Tout le monde a fait cette expérience-là, qui est le moment du confinement. Le moment du confinement, le moment Covid, ça a été un grand moment qui nous a permis qui nous a révélé tout un tas de tendances, et notamment en matière de travail, qui étaient déjà présentes, mais qui d'un seul coup se sont actualisées. Et ça a été un moment assez particulier où on a bien eu le sentiment qu'on faisait partie d'une société commune, mais en même temps on était tous chacun chez soi. Et cette expérience un peu particulière de vivre tous ensemble une expérience, mais qui nous isolait les uns des autres. Alors, je vais passer à la diapo suivante. On peut repérer trois expériences qui nous donnent trois mondes du travail, on va dire, un peu différents. L'expérience du télétravail, l'expérience du chômage et l'expérience de ce que j'ai appelé, j'y reviendrai après, donc je ne vous explique pas l'expression, celle des travailleurs essentiels, ce que j'ai appelé le back-office de la société. Le télétravail, c'est cette expérience, donc il existait déjà, simplement on est passé très rapidement d'un télétravail forcé, sans mauvais jeu de mots, un télétravail massif et un télétravail sans doute dans un mode un peu dégradé par rapport à ce à quoi tout le monde aspirait, mais néanmoins, même si l'expérience n'a pas forcément été satisfaisante totalement, je crois que les gens en télétravail ont fait l'expérience d'une forme d'autonomie. Et l'autonomie, c'est quelque chose, l'autonomie au travail, c'est quelque chose après quoi une bonne partie des salariés, des travailleurs aspirent, et on le sait depuis une cinquantaine d'années, depuis ce moment qui a été les grandes grèves, qui ont été les grandes grèves de mai-juin 68, la question de l'autonomie est essentielle. Et l'envie d'une autre organisation du travail, d'un besoin de fluidité dans l'expérience de travail, elle est apparue là comme quelque chose qu'on pouvait toucher du doigt. Il était possible de s'organiser et de travailler autrement avec cette question, qui est une question, je crois, vraiment, elle est très forte, c'est finalement à qui appartient le temps et le lieu du travail. Dans le Code du travail, il est marqué, voilà, tous les droits et les devoirs, c'est au temps et au lieu du travail. Et précisément, on a vécu pendant plus d'un siècle où le temps
il appartenait à l'employeur à qui on par le contrat de travail, on lui cédait notre temps de travail. Le lieu, c'était le lieu mis en place par l'employeur. Le télétravail fait exploser ces deux catégories qui sont essentielles dans notre rapport au travail, le temps et le lieu. À qui appartiennent le temps et le lieu du travail? C'est vraiment la question qui se pose autour du télétravail. Deuxième expérience qui a été le chômage. Alors ces trois mondes, hein, c'était, on prend la population active, ça a été un tiers, un tiers, un tiers. Hein, c'est à peu près ça. Et donc une deuxième expérience, c'est l'expérience que les personnes qui n'ont pas travaillé parce qu'elles ne pouvaient être ni en télétravail ni aller sur site. Je pense à beaucoup d'ouvriers de chaînes dont on a pensé qu'ils n'étaient pas forcément essentiels. Il y a eu le temps de la réflexivité. C'est-à-dire se poser la question de est-ce que la manière dont je vis et la manière dont je travaille, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire comme ça? Et derrière tout ce qu'on a appelé les grandes démissions, toutes les tensions sur le marché du travail, je pense par exemple à tout ce qui est le secteur des hôtels, cafés, restaurants, où on a dit on ne trouve plus personne, c'est difficile. Alors il y a des éléments économiques de tension sur le marché du travail, mais il y a aussi cet élément-là de est-ce que je veux continuer à m'organiser comme ça. Et derrière se pose cette question. Alors, elle est en filigrane, elle a déjà été posée, déjà été évoquée. C'est la semaine, évidemment, la semaine de 4 jours. Est-ce qu'il est possible finalement de réduire le temps passé au travail pour faire autre chose, pour s'organiser autrement? La question qui se pose, c'est, Madame le disait bien, c'est est-ce qu'on fait une semaine de 4 jours ou est-ce qu'on fait une semaine en 4 jours? Ce qui n'est pas du tout la même chose, sachant que la semaine en 4 jours, on fait la même somme de travail, mais sur un temps plus réduit, ce qui est une intensification forcément du travail. Et derrière, j'y reviendrai après, ça sera mon propos conclusif, qu'est-ce qu'on fait du temps libre ou du temps qui a été libéré? Et puis, dernier élément, et je vais un peu développer cet aspect-là ensuite, ce que j'ai appelé le back-office de la société, c'est les travailleurs invisibles, les travailleurs essentiels, les premières et deuxièmes lignes dont parlait le président de la République. Eux ont fait l'expérience de l'utilité. On leur a dit, la société, notamment par les applaudissements à 20h, la société leur a dit « vous êtes extrêmement utiles, vous êtes essentiels ». Et derrière, la question qui se pose, c'est la question de la reconnaissance, c'est l'envie de reconnaissance et la question essentielle de la dignité. Comment vivre dignement de son travail, j'y reviendrai. Et à partir de là, quelles sont les lieux de reconnaissance? Donc on a eu le Grenelle le Ségur de la santé, pardon. Je confonds les ministères. Le Ségur de la santé. Mais le reste des autres travailleurs ne sont pas encore rentrés dans une mécanique de reconnaissance. Alors, juste 2 éléments avant de développer un peu plus la question du télétravail. 2 éléments extrêmement importants qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là, et notamment qu'est-ce qui s'est passé au printemps dernier lors de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, mobilisation intersyndicale. Le travail est important pour 80% des Français. Alors, ce chiffre de 80%, c'est une étude de l'IFOP, mais en même temps, les études sont à peu près semblables. Quand on demande aux Français, est-ce que le travail est très important pour vous? Ça, c'est un item qui chute. Dire le travail est très important, est-ce que je me sacrifie pour mon travail? Les Français ne se sacrifient plus pour leur travail. Mais par contre, est-ce que c'est important? Et c'est un deuxième item. Là, les gens disent oui, à 80%. Le travail est important. Et je pense que important de savoir qu'il est important. Et quand on réfléchit à la réorganisation des temps, le travail est une chose importante. En revanche, donc, quand on te pose la question, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous aimez votre travail? Les études, là aussi, sont assez concordantes. Et c'est par exemple une chercheuse comme Dominique Méda qui l'explique très bien. Elle montre très bien que oui, les salariés aiment leur travail, c'est la manière dont ils le font, la manière dont ils s'organisent, l'organisation du travail et la manière dont ils le font, ça, par contre, ils sont extrêmement critiques. Et le deuxième élément, c'est ce que
je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que alors j'ai appelé à la suite de l'historien Jean-François Sirinelli, qui est un grand historien des Trente Glorieuses, des baby-boomers, etc. Il a une expression où il parle de bonheur différé. Et je crois que le travail, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la fin du bonheur différé. Le bonheur différé, c'est quoi? C'est l'idée que aujourd'hui, c'est difficile, mais que demain, ça sera mieux. Et cette idée, c'est une idée chrétienne qui domine la société. L'idée que la vie est dure aujourd'hui, mais dans l'au-delà, elle sera mieux. Puis après, c'est une idée qui a été reprise par tout le mouvement socialiste, communiste, etc. La vie est difficile, mais par contre, après la Révolution, c'est quelque chose, les choses iront mieux. Ce qui, soit dit en passant, fait que, et c'est très bien montré par notamment le grand syndicaliste Bruno Trentin, qui montrait que tout le mouvement, notamment, il parlait de Gramsci, mais c'est la même chose chez Lénine, les penseurs marxistes, etc., ne s'occupaient pas du travail, de l'organisation du travail, de comment est-ce qu'on change vraiment le travail, comment est-ce qu'on le rend moins pénible, puisque tout allait se résoudre beaucoup plus tard, et donc il fallait plutôt essayer d'avoir, ça c'est tout le moment des Trente Glorieuses, plus des gains de pouvoir d'achat que de transformation du travail. Et puis si on est social-démocrate, oui, effectivement, le travail peut être pénible, difficile, etc. Mais heureusement, il y a la retraite. Et donc, on voit bien que cette conception-là de la vie et donc du travail, elle est finie. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut que les choses s'améliorent. D'où, derrière, les questions, ne serait-ce que de semaines de 4 jours. C'est-à-dire, comment je peux en profiter? Oui, le travail est important, mais comment est-ce que je peux me réaliser? Donc, c'est deux choses à avoir vraiment, vraiment en tête. Alors, maintenant, je viens à cette question de back-office. Pourquoi c'est important pour moi? C'est-à-dire que je pense qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes d'abord, et ensuite la crise Covid, ont révélé une nouvelle division du travail qui est donc issue de 40 ans de globalisation, d'individualisation, de numérisation, de délocalisation, une nouvelle division du travail, et qui a fait apparaître une nouvelle, et là on a des difficultés à le nommer, alors première, deuxième ligne, classe de service. Quand je discute avec le sondeur Jérôme Fourquet, il me dit non, on est en présence d'un larbinat, c'est des larbins, de gens qui nous rendent service, qui livrent, etc. Des métiers, alors l'INSEE va parler des métiers de la continuité économique et sociale. Je vous ai mis un certain nombre d'expressions qui montre bien qu'on a une difficulté à saisir exactement ce qui se passe. Alors moi, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. On peut parler de classe de service. Je parle de back-office de la société. Qu'est-ce que c'est un back-office? C'est une infrastructure, alors je vous ai mis la définition, une infrastructure, c'est pour ça que c'est le back-office, une infrastructure qui est économiquement indispensable, on ne peut pas faire sans, mais socialement invisible, et je reviens là sur cette question d'invisibilité, qui permet à une société de service, c'est-à-dire orientée vers ses clients, de se poursuivre dans le temps et de tenir. On l'a bien vu au moment du Covid. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on vit sur un paradoxe, on peut appeler ça le paradoxe du back-office, qui est que plus je vais pouvoir sortir de ce qui était la pièce classique du travail, unité de temps, de lieu et d'action, plus je vais sortir de ça, par le télétravail, par exemple. Ce que je disais tout à l'heure, plus je vais faire l'expérience de l'autonomie et de la liberté, de m'organiser, de vivre et de travailler où, quand, comme je le veux, plus je vais avoir besoin de personnes dont le travail va être contraint pour venir me servir. Ça, on vit sur cette division du travail, là. Et donc, c'est ça qui est le back-office et qui est on le savait, on l'a vraiment vu révéler, je vous dis, avec 2 moments, qui est le moment de la crise des Gilets jaunes et le moment du Covid. Pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, il y a 5 mondes du travail, je vais passer assez vite. Le monde de la manutention, de la logistique, de l'acheminement, du transport. Ce monde-là, il est extrêmement important. Il est immensément masculin. Selon les bassins d'emploi, il est plus ou moins, il fait appel plus ou moins à de la main-d'œuvre liée, issue de l'immigration ou pas. Je le dis parce qu'on a beaucoup de débats aujourd'hui sur la loi immigration, sur la reconnaissance,
je trouve pas mon bon, mais vous me comprenez, sur la régularisation, de travailleurs essentiels qui seraient dans ces secteurs-là. On a un autre monde du travail qui est le monde du comptoir et du guichet, les caissières, les vendeuses. Alors, exprès, hein, je genre les métiers parce que, de fait, on est dans des mondes où les métiers sont extrêmement bien répertoriés selon les genres. Et notamment, je me souviens d'une tribune à la fin du Covid de Christiane Taubira qui disait « La France a tenu grâce à une bande de femmes ou une bande de filles ». C'est partiellement vrai ou partiellement faux, je ne sais pas. Précisément, le monde du soin je vais y venir, est un monde féminin à 95%. Vous allez dans un EHPAD aujourd'hui, mis à part les cuisiniers, c'est que des femmes. Mais le monde, on a un autre monde, je le disais avant, de la manutention, de la justice, qui est essentiellement masculin. Autre élément pour comprendre ce back-office, le monde de la maintenance et du soin des choses. Avec cette particularité dans ce monde-là, qui est que ça, c'est vertigineux à penser philosophiquement. L'idée que si vous avez bien fait votre travail, personne ne s'en aperçoit. Précisément, personne ne s'en aperçoit parce que votre travail a été bien fait. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. On le voit, par contre, pendant la contestation de la réforme de retraite, il y a eu des grèves des boueurs. Moi, j'habite à Paris, il y avait des poubelles partout qui n'étaient pas ramassées. Là, vous voyez, quand les gens ne font pas leur boulot, vous le voyez. Et puis, quatrième monde, j'en ai déjà dit un mot, le monde du care, donc du soin, du lien, de l'espace domestique. Monde, j'ai mis que des femmes en photo, c'est un monde essentiellement féminin. Et puis le dernier monde que j'ai appelé les premières lignes de la République, beaucoup liées au service public, contrôleurs, postiers et policiers, gendarmes, etc. Voilà, c'est ça le back-office. Et puis, donc, avançons. Alors, quelques éléments. Dans l'étude que j'ai réalisée avec la Fondation Travailler Autrement et le cabinet Occurrence, on arrive à 40% de la population active. C'est pour ça que j'insiste, parce que c'est extrêmement important. Il y a une dimension subjective. Je vous parlais d'une nouvelle division du travail, avec l'idée de qui sert qui. Mais il y a deux éléments à avoir. Il y a une position objective. Qui sert qui ? Je me trouve où dans la division du travail ? Est-ce que je suis la personne qui peut s'émanciper de l'unité de temps, de lieu et d'action du travail ? Ou est-ce que je suis la personne qui a un travail contraint par le service que je rends aux autres ? Et une dimension subjective. Comment est-ce que je me projette dans l'avenir ? Est-ce que je peux améliorer mon sort ? Et là, quand on pose la question, d'abord, les salaires sont des salaires extrêmement faibles. Il y a une conférence sur la revalorisation des salaires qui va s'ouvrir. C'est extrêmement important. Et quand on pose la question, est-ce que vous pouvez vous payer un petit plaisir ? Petit plaisir étant restaurant, sortie, week-end, ce genre de choses. 93% du back-office répond non. Je le signale parce que quand on réfléchit, et je l'indiquerai tout à l'heure, quand on réfléchit aux questions de temps libre, temps libéré, réduction de la semaine, qu'est-ce qu'on fait de ce temps ? Est-ce qu'on prend un autre travail ? Est-ce qu'on se repose ? Enfin voilà, je reviendrai là-dessus. Je parlais d'une infrastructure socialement invisible. L'invisibilité ou l'invisibilisation, elle a des éléments concrets. C'est pas simplement parce que on ne fait pas attention au vigile ou à la femme de ménage. C'est pas ça. Il y a des éléments extrêmement importants. D'abord, je sais pas si vous avez vu sur les photos tout à l'heure, toutes les personnes que j'ai représentées, elles ont toutes un vêtement de travail, un uniforme, quelque chose, et notamment par exemple un gilet fluorescent. Le fait d'avoir un vêtement de travail rend les personnes substituables les unes aux autres et les rend beaucoup moins visibles. Je vous donne un exemple tout simple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Lupin avec Omar Sy, et notamment les 2 premiers épisodes de la première saison. Il veut se rendre invisible et rentrer au Louvre pour pouvoir repérer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se déguise en homme de ménage. Un noir qui fait le ménage la nuit au Louvre,
C'est invisible. Il veut échapper à la police, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en livreur à vélo, au milieu des autres livreurs à vélo, et il est invisible. Et d'ailleurs, la série reposait sur ça, puisque Omar Sy, personnalité préférée des Français, normalement, s'il est là dans cette salle, tout le monde se précipite pour faire un selfie avec lui. Enfin, peut-être pas vous, mais... Et donc, la série, il descend dans le métro parisien, et il se déguise en colleur d'affiche, et il colle l'affiche de la série. Les gens passent à côté, ils ne le voient pas. C'est un noir qui colle des affiches. C'est invisible. Il a un vêtement de travail, plus le côté la race, mais surtout il a un vêtement de travail. Il travaille, il est en train de faire son boulot. Personne ne repère que c'est Omar Sy. Et puis là, il se tourne vers la caméra qui est sur l'autre quai et il dit « Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas remarqué. » Ben c'est ça, le back-office, l'invisibilité. Puis après, il y a un autre élément de l'invisibilité, c'est l'invisibilité des pénibilités. Aujourd'hui, les critères de pénibilité qu'on a dans les tableaux, etc., qui ont été négociés, c'est des critères issus du monde industriel. Si bien que, par exemple, si vous êtes une assistante maternelle, c'est la même chose dans les EHPAD pour les aides-soignantes, que vous prenez un bébé de 4, 5, 6 kilos, vous allez le lever, le porter, etc., 250 fois dans la journée. Ça ne rentre pas dans les critères de pénibilité, ce n'est pas pris en compte dans les critères de pénibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas un port de charge lourde, ce n'est pas un geste répétitif. Pourtant, c'est un travail pénible. Donc voilà, j'insiste pas là-dessus. Et puis le paradoxe, j'en ai parlé, plus je me libère, plus d'autres sont contraints. Ça, c'est quelque chose, c'est notre monde repose sur ce paradoxe-là. Alors j'en viens maintenant aux perspectives et je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai dépassé. Bon, mon téléphone s'est arrêté. Non, c'est bon. Alors, il y a quand même quelque chose. La question que je me posais au départ, c'était de savoir s'il existe encore un monde commun du travail. Ce qu'on voit avec le paradoxe du back-office, c'est qu'on a finalement deux mondes du travail. Un monde qui est toujours contraint dans l'unité de temps, de lieu et d'action du travail, un monde qui arrive à s'en affranchir. Ces deux mondes sont inextricablement liés, puisque l'un vient servir l'autre. Et pourtant, ces deux mondes, me semble-t-il, qui sont en train de s'éloigner du point de vue de leur représentation, de la représentation même du travail et du temps qu'ils passent à leur travail. Pourquoi ? C'est que les uns, le back-office, vit son travail sous l'angle de la dignité. Comment est-ce qu'il est possible de vivre dignement de mon travail? Ce que je veux dire par là, c'est que le travail, le salaire qu'on en obtient, doit permettre de consommer des biens matériels. Parce que le back-office livre et délivre des biens et des services qu'il ne consomme pas lui-même, ou qu'il consomme uniquement sous forme dégradée. Au lieu de m'acheter... rappelez-vous les émeutes du Nutella, juste avant le phénomène des Gilets jaunes. On peut penser que manger du Nutella, c'est pas bon pour la planète. On peut penser que vouloir faire la course pour avoir un pot de Nutella, c'est totalement absurde. On est aliéné par la marchandise. On a le droit de penser tout ça. Toujours est-il qu'il y a des gens pour qui le fait de pouvoir acheter à leurs enfants, se payer un petit plaisir, un pot de Nutella est quelque chose qui les rend dignes. C'est-à-dire que ce que disaient les Gilets jaunes, je veux vivre dignement de mon travail, c'était leur cri. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas renverser la table en disant on va faire la révolution. Ils voulaient s'y asseoir pour pouvoir consommer comme les autres. Et puis de l'autre côté, un autre monde qui, lui, vit son travail comme source de félicité, l'autonomie, l'organisation, le bien-être. L'autre jour, je discutais avec une jeune fille donc elle a 28 ans. Elle vient de quitter son travail, elle trouve qu'il n'a pas de sens, elle n'a pas d'impact. Enfin, vous connaissez tous ces mots. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu cherches? Et elle me dit, je voudrais avoir un travail où je m'éclate autant que lorsque je fais la fête. C'est louable, mais c'est difficile. Puis alors, c'est quoi cette éclate permanente? Rappelez-vous d'un anthropologue qui s'appelait David Graeber. David Graeber, il est connu, alors il est mort, le pauvre. Il est connu pour avoir parlé des bullshit jobs. Il avait écrit un article en disant « Est-ce que vous avez un bullshit job ?» Et puis il s'est aperçu que tous les gens lui écrivaient. Donc il a fait un gros livre de témoignages. Et en fait, quand on lit le livre des témoignages, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Alors les gens disent « Ouais, mon boulot, je m'ennuie, ça n'a pas de sens, ça n'a pas machin, etc. » En fait, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils veulent consommer du travail, ils veulent s'éclater au travail, et ils ne s'éclatent pas. Alors on peut comprendre, hein, et donc l'idée qu'on consomme du travail, c'est-à-dire que l'univers de la consommation, vous avez un monde qui est encore dans une consommation matérielle, un monde passé dans une consommation post-matérialiste, on va dire, où on va consommer essentiellement de la culture, de l'éducation, du loisir et, si possible, du travail, pour que ça soit une expérience fluide et une expérience exceptionnelle. Quand je discutais avec des DRH à la sortie du Covid, ils m'expliquaient qu'ils avaient du mal à faire en sorte que les gens reviennent au travail. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Et donc, ils réfléchissaient sur comment est-ce qu'on peut faire vivre une expérience à nos salariés. C'est-à-dire qu'ils rendaient le travail comme un événement exceptionnel. Le travail sur site. Voilà. Donc, c'est ces deux mondes du travail-là. Donc, il faut l'avoir en tête et se dire comment est-ce qu'on arrive à les rejoindre. Alors, après, il y a des solutions. Moi, je pense que c'est des solutions qui sont intéressantes, mais toutes, elles posent problème. Donc, le télétravail, j'en ai pas trop parlé, mais on voit bien l'opposition qui va se faire entre col bleu, col blanc, comme on disait autrefois. Et moi, je me suis beaucoup intéressé, alors je dérive un peu, vous allez voir, je suis beaucoup intéressé à la question du fait religieux au travail. Les personnes qui veulent pouvoir exprimer leur foi. Et l'un des recommandations qu'on peut faire, c'est ce qu'on accorde à quelqu'un, on doit pouvoir l'accorder à tous. Il y a un principe d'égalité. Eh bien, la question du télétravail, est-ce que si on ne peut pas l'accorder à tous, est-ce qu'il faut l'accorder? C'est-à-dire qu'on est dans une entreprise où tout le monde peut télétravailler, pas de problème, on peut discuter. Si on est dans une entreprise où c'est clivé avec des gens qui peuvent télétravailler et d'autres qui ne peuvent pas du tout télétravailler, faut-il accorder à tous le télétravail? Ça, c'est une vraie question. On a quand même un télétravail qui est considéré très largement par les salariés comme un avantage social, un nouvel avantage social qui n'aurait été acquis par aucune lutte. C'est particulier. Alors, par rapport à ça, on dit il y a la semaine de 4 jours, puisque le télétravail est un avantage que certains ne peuvent pas avoir, pourquoi pas pour les autres passer la semaine de 4 jours? Et donc, il y avait la question tout à l'heure de est-ce qu'on fait une semaine en 4 jours ou une semaine de 4 jours? Ce n'est pas tout à fait la même chose. La semaine en 4 jours, c'est une intensification du travail. La semaine de 4 jours, c'est une réduction du temps passé au travail. Et ce n'est pas exactement la même chose. Ce qui manque, me semble-t-il, à chaque fois, c'est une véritable réflexion d'abord sur le travail. Rappelez-vous, 80% des gens, le travail c'est important. Ils disent qu'ils aiment leur travail. C'est la manière dont ils le font qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce que veut dire cette perception qui est que ça serait vachement bien d'être moins au travail? Me semble-t-il, c'est une interrogation sur comment est-ce qu'on s'organise dans le travail aujourd'hui. Donc voilà. Et puis la question, je l'indiquais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps libre? Qu'est-ce qu'on fait du temps libéré? Qu'est-ce qu'on choisit de faire de ce temps-là? En 1936, au moment du Front populaire, encore après en 1945, c'était encore le cas après la guerre, au moment du CNR, encore en 1980, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y avait une réflexion, on va dire, politique, d'émancipation à travers l'éducation populaire sur le temps qui était libéré du travail. En 1997-98, au moment de la passage des 35 heures, cette réflexion n'était plus à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que c'est le chômage. On réduisait le temps de travail pour partager le travail, pour réduire le chômage. Je pense qu'il faut avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on fait du temps libéré. Est-ce que chaque individu est ramené à lui-même en disant c'est ton temps libéré à toi et tu t'en occupes? Ou est-ce qu'on a un projet, alors je vais employer un grand mot, un projet politique, mais un projet de société, un projet de civilisation pour ce temps libéré? Parce que moi je suis persuadé que, alors pour ça que j'ai insisté aussi sur le back-office, quand les salaires sont extrêmement faibles, que vous en tenez avec la prime pour l'emploi, ce genre de choses, si on vous donne un peu de temps en plus, oui, pour une part, vous allez vous reposer. Mais pour une part, vous allez prendre un autre travail, souvent pas forcément déclaré, pour ne pas perdre votre prime d'activité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose,
si on se lance dans les questions de semaines de 4 jours, sans revoir l'ensemble des temps qui vont avec, notamment le temps scolaire par exemple, c'est problématique également. Et enfin, si vous renvoyez tout le monde en disant c'est votre droit individuel à être chez vous, je ne dis pas qu'il ne faut pas un droit individuel, mais il faut le penser collectivement. Le marché, c'est-à-dire Netflix ou tout ce que vous avez, Instagram, tout ce que vous avez sur votre portable, etc., va venir prendre le relais. Et là, le marché a des solutions pour vous occuper pendant le temps. Il y a souvent une idée que ce temps libéré serait automatiquement réinvesti en engagement, solidarité, en soins, etc. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi automatique. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on fait un monde commun du travail? Je vous l'ai dit, moi je pense qu'il faut d'abord s'occuper du travail, vraiment, et essayer de le réorganiser. Bon, après, ça c'est deux convictions, et qui sont, bon, je pense, assez largement partagées. On a beaucoup de dialogue social, etc., c'est très bien. Je pense qu'il y a, alors, on entend aujourd'hui parler beaucoup de dialogue professionnel. Je crois qu'il faut renouer avec ce qu'il y avait dans les lois Auroux de 1982, à savoir une possibilité de s'exprimer sur son travail. Dans les enquêtes qu'on fait, on voit que de plus en plus, les personnes, les salariés qu'on interroge, demandent à pouvoir avoir leur mot à dire sur les décisions qui les concernent. Première décision qui les concerne, c'est le travail. Est-ce que j'ai mon mot à dire sur le travail? EDF a fait un accord sur l'organisation du travail qui est très intéressant, parce qu'ils n'ont pas fait un accord temps de travail. Ou télétravail, pardon, un accord télétravail. Le télétravail, c'est un truc qui vient après. Ce n'est pas un droit individuel, c'est un droit de l'équipe. Et pour que l'équipe s'entende sur la modalité d'accès au télétravail, il faut qu'on discute d'abord du travail. Et c'est ce que le professeur Yves Clos appelle la dispute sur le travail. Il faut disputer sur le travail, voire se disputer sur le travail, pourquoi pas, mais pouvoir dire comment est-ce qu'on fait notre travail ensemble. Ça, c'est important. Et puis, moi, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est la question derrière. Donc, si on s'occupe du travail, c'est la question de la qualité. Et moi, je pense qu'il y a 3 qualités qu'il faut dans cette expression sur le travail. Et ça traverse tous les mondes du travail dont je vous ai parlé, hein, ces questions-là. La qualité de vie au travail, comment je me sens dans mon travail, comment je travaille tout simplement, et l'organisation, la qualité du travail. Et puis la qualité des produits ou des services issus du travail. Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Voilà, je crois que c'est ces trois éléments-là. Merci beaucoup. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je voudrais vous remercier, Denis Maillard, d'abord pour la clarté de vos propos et pour votre ponctualité. Vous avez fait parfaitement 30 minutes et on n'a pas tout à fait eu ça hier de nos conférenciers. Donc, c'est formidable. Vous allez rester à côté de moi. Ça va nous laisser quelques minutes pour des questions. Donc, on va en profiter. Merci beaucoup. Une question là. D'accord. Par rapport à ce que vous avez dit, déjà, merci beaucoup. C'est super intéressant. Moi, je travaille à la ville de Paris. On a ce qui est représentatif chez nous, c'est qu'on est 56 000 agents, 30 000 sur le terrain, 12 000 télétravailleurs potentiels. Du coup, effectivement, quand on a travaillé sur le télétravail, on a fait tout ce que vous avez dit. Et là, on réfléchit sur la semaine de 4 jours pour les agents qui sont sur le terrain, sachant que comme on est une collectivité publique, on est soumis aux 1607 heures. Donc, c'est vraiment la semaine en 4 jours et on n'a pas trop d'autres solutions. Et on y a réfléchi en disant il y aura moins de mouvements pendulaires. Les agents qui sont sur le terrain gagnent peu. Ils habitent très loin. Donc, au lieu de venir 5 fois sur site, ils viennent que 4 fois. Mais effectivement, notamment les auxiliaires de puériculture et autres, ça leur donne des journées de travail extrêmement longues. Et tout ce que vous avez dit, c'est une question qu'on se pose aussi. Donc, on expérimente. Mais on pense, parce qu'on l'a aussi souhaité l'expérimenter comme vous ne pouvez pas télétravailler, mais vous pourrez avoir la semaine en 4 jours. Donc, on n'est pas sûr que ce soit effectivement très efficient. Et puis, il y a une chose qui me frappe, moi, c'est qu'on a le droit, quand on est fonctionnaire, de faire du cumul d'emplois déclaré. Sauf que ce cumul, il est réservé qu'aux cadres. On a le droit de cumuler parce qu'on écrit, on peint ou on forme.
Donc ces agents de catégorie C, ils n'ont pas le droit de cumuler. Qu'est-ce qu'ils font? Du travail au noir. Et ça ne fait que rajouter encore des complexités. Et là aussi, je pense qu'il faudrait réformer le droit de la fonction publique, parce que c'est un gros sujet qui est très important, parce que ce jour qui risque d'être libéré, ça risque d'être un jour de plus en travail caché, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Pas de commentaire, en fait, c'était un apport, hein, merci. Là-bas, au fond, une question. Voilà, on essaye d'avoir des questions qui permettent de faire passer beaucoup de monde. Plusieurs questions, on y va. Oui, bonjour. Par rapport à ces deux mondes qui s'ignorent, à la question du back-office, si on y met un peu de conflictualité, est-ce que c'est le retour de la lutte des classes ou tout simplement un marqueur supplémentaire de la lutte des classes? Je tire la question jusqu'au bout. Faut-il faire la semaine de 4 jours ou le télétravail par rapport à l'égalité dans l'entreprise ou dans l'administration? Je réponds ou oui, là, je crois qu'il faut répondre. Alors, parler par exemple de classe de service, c'est intéressant parce que ça, précisément, ça remet. Enfin, on est dans quelque chose qu'on connaît avec les classes. C'est effectivement oui, on pourrait dire c'est des classes sociales. Enfin, on peut l'affirmer. Est-ce qu'ils sont en lutte? Non. C'est-à-dire qu'il y avait un imaginaire de la lutte des classes tel qu'on l'a hérité du 19e siècle, qui était qu'à un moment, il y a une classe qui l'emporte sur l'autre. Il y a un conflit, et le conflit se résout par la Révolution avec la domination d'une classe sur une autre qui l'emporte. Là, enfin, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais elles sont inextricablement liées et elles sont totalement dépendantes de l'une de l'autre. C'est-à-dire que si vous arrêtez de prendre une femme de ménage, elle n'a plus de travail et a priori, elle ne veut pas vous faire la révolution et vous couper la tête pour prendre votre place. Enfin, il y a un truc. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, c'est en fait une nouvelle division du travail avec des classes, des classes qui ne sont pas en lutte, mais qui ne vivent pas le même univers mental et donc qui peuvent avoir. On est plus sur des luttes de reconnaissance plutôt que des luttes de domination. Et donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on les reconnaît plus que. Et donc comment. Après, enfin, je pourrais vous parler des heures de tout ce monde-là, mais comment est-ce qu'on crée des trajectoires? Comment est-ce que on permet que aussi le désir d'autonomie qui traverse tout le monde puisse aussi s'appliquer, que les personnes du back-office puissent être goûter elles aussi à l'autonomie. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de lutte et de combat. Il y a du ressentiment, sans doute, oui. Oui, question. Pour moi, ça rejoint un peu les réflexions précédentes. Je trouve que là-dessus, il y a un petit côté où je ne sais pas si je suis d'accord ou pas, mais il se trouve que, par exemple, moi, ma sœur a été 20 ans femme de ménage, elle est maintenant dans une blanchisserie aussi. C'est pareil, tout ça, c'est du back-office. Et effectivement, il y a le côté où elle ne voudrait pas couper la tête de son employeur ou des gens pour qui elle a travaillé, mais indéniablement, il y a un problème de reconnaissance de ces filières et une non-organisation collective aussi de cette partie de tous ces travailleurs-là. Et pour moi, c'est pas indépendant ni de la lutte des classes, ni de l'organisation ou d'autres choses qu'on a connues dans d'autres contextes économiques et qui ont permis des regroupements collectifs ou même de la reconnaissance qu'on peut aussi trouver dans les engagements collectifs de ce qu'on est. Par exemple, sur les restaurateurs, sur les gens qui travaillent dans la restauration, qui sont payés au lance-pierre, qui ne se connaissent pas les uns les autres. Enfin, ils se fédèrent un peu pour dire on arrête ça. On a vécu là, par exemple, au Citral, parce qu'on ne trouvait pas des chauffeurs de bus. Mais moi, à un moment donné, on a rediscuté, y compris avec des patrons de boîtes de car. On me dit, mais à un moment donné, quand vous faites travailler en général une conductrice de bus en temps hyper morcelé, parce qu'elle fait que les transports scolaires et qu'elle va travailler, mettons, 4 heures dans la journée tout en morcelé, à un moment donné, elle réclame des CDI à temps complet, comme ça c'était le cas avant, et qu'on trouve d'autres moyens de les faire s'occuper justement ou travailler dans les interstices. C'est-à-dire qu'on a tellement
invisibiliser, y compris nous tous socialement, mais y compris des conditions de travail extrêmement dégradées pour ne les faire, entre guillemets, travailler que ce qu'on voulait dire d'utile et ne les payer que ces temps-là, ce qui est absolument scandaleux. Donc, pour moi, il y a toute cette refondation-là. Et pour aller encore plus loin, dans d'autres utopies, peut-être que ces temps de back-office, ce sont les temps que nous devons, nous tous, nous partager pour avoir une certaine équité, égalité dans ce travail-là. Je pose cette question-là qui est plus difficile encore. C'est-à-dire que vu qu'on a des choses à faire pour les uns et les autres, pour que la société fonctionne, c'est peut-être typiquement ça qu'il faudrait qu'on fasse un peu tous. Voilà. Merci Laurence Boffet. C'est bon, on peut dire merci beaucoup à Denis Maillard. Merci à vous. Vous voyez qu'il y avait